7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT depuis le 21 juin dernier et depuis plusieurs années maintenant avec une acuité particulière, même depuis la crise du Covid, illustrée aussi dans le débat autour de la réforme des retraites. La question du travail est au centre de nos préoccupations, au centre de nos interrogations. Certains même l'ont érigé en valeur. Est-ce que pour vous, la valeur travail, c'est quelque chose, un concept même qui a du sens ? Non, je pense que le travail n'est pas une valeur. Je pense que le travail, c'est un cadre dans lequel tout un chacun peut, en tout cas, c'est ce qu'on espère, puisse s'épanouir, se former, évoluer, voilà, bien entendu, être justement rétribué. Mais voilà, on n'est pas vraiment sur ce repère de valeur, ni non plus dans une considération que le travail serait un droit à la paresse. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez par conséquent que certains aient érigé le travail en valeur ? Est-ce que au fond c'est presque une instrumentalisation du travail ou un mauvais emploi que l'on fait du travail et de la question du travail ? Je pense que c'est une méconnaissance de ce qu'est le travail réel. Je pense que c'est aussi une distance de certains hommes et femmes politiques depuis un certain nombre d'années de ce qu'est le travail réel et d'être plutôt dans une approche un peu facile, parce que quand on parle de valeur travail, on pointe surtout ceux qui n'en ont pas. Et voilà, c'est plutôt une méconnaissance qui est problématique, parce que ça concerne énormément de citoyens et de citoyennes, et que ça peut être un sujet de débat social extrêmement important et intéressant. Durant près de 5 années, Marie-Lise Léon, vous avez travaillé aux côtés de Laurent Berger. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés ? Et au-delà, qu'est-ce que vous ferez différemment maintenant que vous êtes secrétaire générale de la CFDT ? Alors, aux côtés de Laurent Berger, j'ai appris ce qu'était une responsabilité nationale, puisque j'ai travaillé et j'ai milité principalement dans des secteurs professionnels particuliers. Donc là, j'ai découvert à ses côtés une dimension beaucoup plus large. Ce que j'ai appris, je dirais que c'est l'exigence, une exigence de chaque jour, et un élément qui me semble important pour un syndicaliste, c'est de jamais perdre de vue la réalité justement de ce travail et quelles peuvent être les aspirations des travailleurs. Ne jamais réfléchir à leur place, ni imaginer des solutions sans eux. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de poursuivre. En tout cas, je vais m'y efforcer. Mais voilà, ça fait partie aussi des fondements même de mon engagement syndical. Donc c'est quelque chose qui sera ma boussole. Est-ce que vous ferez différemment ? Je ferai forcément différemment parce que je ne suis pas Laurent Berger, ça ne vous aura pas échappé. Je ferai différemment parce que voilà, la réalité aussi de ce qu'est le travail aujourd'hui est différente d'il y a 10 ans, d'il y a même 5 ans. Les choses évoluent extrêmement rapidement. J'ai coutume de dire que on n'est plus tellement à l'heure des transitions, on est vraiment à un moment de transformation sociale, de transformation du rapport au travail, une nécessité de transformation écologique, et donc voilà, les modalités et le militantisme, il doit aussi s'adapter, le syndicalisme aussi être dans l'air du temps et répondre à ces défis. On va y venir, mais avant cela, un petit retour en arrière. J'ai rencontré le sexisme, le machisme, en accédant à des responsabilités, en devenant une femme en responsabilité et en devenant numéro 1. C'est-à-dire placé devant le regard des autres, le plus grand nombre de regards possible. Là, il est arrivé très fort. Alors, je voudrais tout de suite dire, pour qu'il n'y ait pas quand même d'ambiguïté, je crois que toute personne, hommes ou femmes, qui est en première ligne, qui est en responsabilité de numéro 1, pour faire vite, connaît des critiques et sujets à polémique, à affrontement, à controverse. Je dirais que ça, c'est la vie, c'est normal. Quand on occupe ces fonctions-là, il faut savoir que ça fait partie de la fonction, et donc savoir les vivre. Oui, simplement, quand on est une femme, c'est pas exactement, ça se passe pas exactement que quand on est un homme. De la même façon quand on est un homme. C'est-à-dire que c'est un peu plus quoi, c'est un peu plus. On découvre les coups quand ils sont portés sont vraiment pas de même nature. Le vocabulaire qui est utilisé n'est pas de même nature. Oui.
La voix de Nicole Notat, vous l'avez tout de suite reconnue, Marie-Lise Léon. Nicole Notat qui a dirigé la CFDT entre 1992 et 2002. Et c'était en 1997, cet extrait, elle racontait au micro de Bernard Pivot dans l'émission Bouillon de Culture son expérience en tant que femme à de telles fonctions. Est-ce que les choses ont changé en un quart de siècle, Marie-Lise Léon ? Les choses ont changé, mais j'aime beaucoup son expression de la question de l'exposition quand on devient numéro 1 et que les coups portés ne sont pas de même nature. Malheureusement, c'est vrai que ça reste toujours vrai. Et pour avoir, moi, beaucoup travaillé dans des milieux masculins, quasi exclusivement masculins dans l'industrie, j'ai découvert effectivement comme elle, donc près de 30 ans après, le sexisme et le machisme en arrivant dans le militantisme et en prenant des responsabilités. C'est là que ça s'est un peu plus, que ça s'est révélé et que et que ça ne s'est pas, je dirais, multiplié. Mais enfin, c'est à cette occasion que j'ai eu ce type de situation. Voilà. Il est manifeste aussi au sein de la CFDT, dans votre confédération, ce machisme, ce sexisme ? Je dirais qu'il est la CFDT. On est une organisation d'à peu près 650 000 adhérentes. Donc et je l'espère, nous sommes à l'image de la société avec toutes ses qualités et ses défauts. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui existent. Mais sur lesquels on est résolument décidé à agir et on fait des progrès. Depuis le 31 mars dernier, une autre femme dirige au même moment une autre confédération syndicale, Sophie Binet, à la tête de la CGT. Est-ce que cela peut favoriser la convergence syndicale, le fait que vous soyez deux femmes, qu'il y ait une proximité peut-être entre vous, ou au fond les failles idéologiques, l'histoire même des deux confédérations fait que c'est un argument secondaire ? Alors il y a deux éléments distincts. Il y a le fait d'arriver en responsabilité sur 5 organisations représentatives, d'avoir 2 femmes. C'est vrai que ça n'est jamais arrivé. Presque au même moment. Presque au même moment. Et je dirais que c'est révélateur des difficultés d'accès des femmes en responsabilité. Mais je pense qu'on est dans une situation il faut qu'on regarde le passé comme étant la période anormale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CFDT, c'est une organisation d'adhérentes. Nous avons 51% d'adhérentes. Et donc, que les femmes puissent accéder à des responsabilités, ça me semble être aujourd'hui la normalité. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Ça veut dire qu'il faut toujours être très, très vigilant et de faire en sorte que chacun et chacune puisse être à sa juste place. Ça, c'est une chose. Le fait qu'il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas devenus une seule organisation, donc les différences continuent d'exister. Et voilà, ce qui compte aussi, c'est qu'on puisse avoir des relations régulières et franches. Voilà. Après, ça fait partie les différences entre nos organisations ne disparaissent pas avec le changement de numéro 1. Alors justement, la bataille contre la réforme des retraites a mis en lumière une intersyndicale forte, soudée durant des mois, une intersyndicale qui a pu d'une certaine façon porter ses fruits, notamment sur le plan politique. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous tenez, cette intersyndicale ? Est-ce que vous allez tout faire dans les semaines, dans les mois qui viennent pour la maintenir vivante, ou au fond, retour en arrière et chacun a ses différences et chacun doit les assumer et les comprendre ? Alors, que chacun ait des différences, les assume et les comprenne, c'est un état de fait qui a été au démarrage démarrage même de l'intersyndicale. C'est-à-dire que on a été extrêmement clair sur un message commun d'opposition aux 64 ans, au report de l'âge légal de la retraite. Donc, on a été toujours extrêmement clair. Et si l'intersyndicale a tenu et que elle travaille depuis 1 an, on avait commencé déjà au mois de juillet dernier. Si elle a tenu, c'est qu'on a aussi su assumer nos différences et mettre en avant ce qui nous rassemblait plutôt que ce qui pouvait nous diviser. Donc on a été extrêmement clair. Pardonnez-moi, oui. Qu'est-ce que ça signifie au fond ces convergences ? Est-ce que maintenant qu'il n'y a peut-être plus de bataille commune ou d'adversaires communs, est-ce que elle a encore cette intersyndicale une raison d'être ? Est-ce que vous allez tout faire pour la maintenir ? On va tout faire pour prolonger les échanges et en tout cas savoir sur quel sujet on peut non plus être forcément
contre une disposition, mais porter des propositions. On a défini un certain nombre de thématiques sur lesquelles on s'est dit qu'on allait travailler ensemble. La connaissance fine des uns et des autres mériterait d'être encore approfondie. On a des sujets sur lesquels, grosso modo, on sait qu'est-ce que les uns et les autres portent, mais pas forcément de façon très, très détaillée. Et donc, l'idée, c'est de continuer de travailler ensemble. L'idée n'est pas de se dire à quelle date on fixe la prochaine réunion, la prochaine manifestation. L'idée n'est pas non plus de dire quelle plateforme revendicative on se fixe en se disant ça sera l'alpha et l'oméga de l'action de chaque organisation. Donc des relations qui me semblent normales après avoir travaillé pendant un an, de continuer de travailler ensemble et de, lorsque c'est possible, porter des choses en commun. Je voudrais vous faire réagir, Marie-Lise Léon, à un sondage du Cevipof. Dans son édition 2023, ils mettent en évidence la faible confiance des Français envers les syndicats. Elle était de 36% en cette année 2023, en baisse de 2 points par rapport à 2022. Loin derrière les PME à 79%, la sécurité sociale à 70% ou même en dessous des banques à 38%. Ça m'a un peu étonné, je dois le dire, mais c'est ainsi. Est-ce que le front contre la réforme des retraites a permis de renouer, de retisser un lien de confiance avec les Français ? Moi, je pense qu'il y a eu un autre visage du syndicalisme qui s'est révélé à l'occasion de ces 6 derniers mois. Un syndicalisme qui était uni, qui était mobilisé et qui a su, je pense que le message le plus révélateur, c'est que le débat a permis d'aborder enfin les questions de travail et que à l'occasion des retraites, plutôt que la question de l'âge et d'être focalisé uniquement sur ce sujet, on a réussi à élargir un peu plus le débat autour des questions des conditions de travail, autour des salaires, autour des difficultés d'évolution professionnelle, de la reconnaissance des compétences, en bref, tout un ensemble de sujets qui sont pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses, le vrai sujet. Et quand on était dans les cortèges de manifestants, on parlait beaucoup plus de travail que de retraite. Mais comment est-ce que vous expliquez, Marie-Lise Léon, cette défiance structurelle des Français à l'égard des syndicats, des corps intermédiaires en général, mais des syndicats aussi en particulier, il faut le rappeler. Est-ce que c'est un défaut d'efficacité à votre rencontre ? Est-ce que c'est une mésentente ? Est-ce que c'est une méconnaissance de l'action syndicale ? Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a quand même une très très large majorité des travailleurs et des travailleuses qui ne croisent jamais un syndicaliste sur l'ensemble de leur carrière professionnelle. On a, nous, une difficulté d'implantation et de pouvoir être présent un maximum sur les lieux de travail. Mais ça, c'est je dirais que c'est notre problème. C'est à nous d'être plus efficaces et de pouvoir être beaucoup plus présents dans les entreprises, dans les administrations. Je pense qu'il y a une question autour de la méconnaissance et en même temps, j'ai envie de dire, on n'a jamais fait autant d'adhésions depuis 6 mois. Je disais qu'on était à peu près 650 000 adhérents. Nous étions 612 000 à la fin de l'année 2022, c'est-à-dire qu'on a eu enregistré, entre guillemets, à peu près de 50 000 nouveaux adhérents. Et adhérents. C'est-à-dire que c'est inédit depuis. En intégrant les départs aussi potentiels ? Alors ça, c'est de nouveaux adhérents-adhérentes. Il y a forcément effectivement des départs. Le solde est largement positif. Et donc, ça veut dire pendant cette période des retraites, il y a eu un élan et une envie aussi de soutenir notre action et les messages que l'on pouvait porter. Est-ce que l'une des façons aussi, peut-être, Marie-Lise Léon, de tisser un lien de confiance plus fort, plus stable avec les Français, c'est de parler aux Français auxquels les syndicats n'ont pas toujours parlé ? Je pense évidemment aux chômeurs, je pense aussi à la nouvelle économie et aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs. Est-ce que ça, c'est un objectif que vous avez et qui vous tient à cœur de nouer des liens aussi avec ces personnes, avec ces travailleurs ? Oui, c'est essentiel. Pas seulement avec les salariés. Absolument. On est, comme je le disais, dans un moment de transformation et d'accélération des transformations du travail.
de l'évolution aussi des formes d'emploi, avec une plus grande diversité d'aspirations, avec en fonction, alors bien entendu de son activité, du cadre dans lequel on évolue. Et c'est essentiel effectivement qu'on puisse nous répondre présent auprès de tous ceux et toutes celles qui ont le plus besoin de syndicalisme. Et de façon assez paradoxale, c'est auprès d'eux que nous sommes le moins présents. Vous évoquiez les demandeurs d'emploi, les jeunes, qui ont souvent dans le démarrage d'une vie active besoin de soutien, ou parfois d'être défendus, mais uniquement parfois d'avoir des conseils, de l'information. Ce sont eux vers lesquels il faut qu'on puisse se tourner. Et puis les nouvelles formes d'emploi, bien entendu. On parle des auto-entrepreneurs. On a, nous, lancé une structure ad hoc pour les indépendants, les travailleurs indépendants, qu'ils soient ou non, qu'ils aient une activité ou non liée à une plateforme. Ça fait partie de l'évolution du monde du travail. Qu'il faut qu'on puisse, dont on doit tenir compte. Et c'est pas forcément des intérêts qui s'opposent, les intérêts entre les demandeurs d'emploi et les travailleurs, entre les salariés et les indépendants. Comment est-ce que vous menez d'un même combat, d'un même dialogue, des intérêts parfois divergents, il faut le reconnaître? Ça, c'est un peu le quotidien d'une confédération comme la CFDT, d'organiser des travailleurs qui parfois sont dans des secteurs concurrentiels, dans un même secteur des salariés et des militants qui peuvent donc travailler au quotidien, travailler ensemble dans la CFDT, mais travailler dans des structures elles-mêmes et des entreprises concurrentes. Donc la composition avec des intérêts divergents, je dirais que ça fait partie quasiment de notre... c'est le travail syndical à la base même de notre quotidien. Donc c'est absolument pas un problème, parce que moi je suis convaincue que c'est en intégrant l'ensemble de ces problématiques et de ces intérêts divergents qu'on pourra construire les meilleurs équilibres. On a évoqué, Marie-Lise Léon, le lien de confiance qui unissait la CFDT et les Français. Le lien de confiance maintenant entre la CFDT et le gouvernement, entre la CFDT et l'exécutif, il a été en partie rompu, on le sait, pendant l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de la réforme des retraites. Est-ce que ce lien est en train de se rétablir, ou comment vous comptez le rétablir des deux parties ? Alors c'est un lien qu'il faut retisser, un dialogue qu'il faut renouer. On a eu l'occasion de rencontrer la Première ministre la semaine dernière, à la fois sur les sujets qui étaient devant nous pour la rentrée, et puis les modalités selon lesquelles elle souhaitait ou pas justement renouer ce dialogue. Nous, c'était extrêmement clair que nous ne reviendrions pas discuter avec le gouvernement selon les mêmes termes, ou en tout cas dans les mêmes conditions qu'on a pu connaître au moment des retraites. Donc, elle nous a donné quelques éléments de réponse en nous disant qu'il y avait des sujets sur lesquels elle souhaitait qu'il y ait une autonomie des organisations syndicales et patronales, que dans le cadre des négociations qui allaient s'engager à la rentrée, le gouvernement était prêt à nous laisser les marges de manœuvre. On a beaucoup souffert, notamment depuis 5 ans, sur le fait qu'il y ait des négociations tellement cadrées qu'il n'y avait plus grand-chose à négocier. Des négociations presque vides, sans grain à moudre ? Vides. Je pense notamment à l'assurance chômage, où dans un document, on nous indiquait les objectifs, les modalités, les moyens, les leviers sur lesquels il fallait agir, et le résultat final, quasiment. Donc là, on s'est assuré que... Mais donc c'est quoi ça? C'est des négociations par avance? C'est la preuve que l'exécutif, le gouvernement, ne croit pas du tout à la valeur du dialogue social? Lorsque le cas de figure que j'évoque sur la négociation assurance chômage de 2018, c'était effectivement un gouvernement qui, parce qu'il le devait, passait la main aux organisations syndicales et patronales, mais qui était persuadé qu'il savait mieux que nous ce qu'il fallait faire. Donc il avait déjà décidé du point d'atterrissage de cette négociation, avec des conditions telles que la négociation a été compliquée, tellement compliquée qu'elle a échoué et que le gouvernement a repris la main. Donc là, on leur a clairement indiqué que ça ne devait pas se renouveler. Voilà. On a eu des engagements de la Première ministre qui nous a dit que nous aurons les marges de manœuvre nécessaires.
voilà, on attend de voir maintenant comment ça va se concrétiser fin août, début septembre. Il y a peut-être même dans l'ADN originel du macronisme une défiance à l'égard des corps intermédiaires en général, des syndicats en particulier. Est-ce que c'est dépassable cette méfiance, cette défiance ? Oui, je pense que c'est dépassable et en tout cas c'est souhaitable et voire même nécessaire. C'est-à-dire que moi je ne crois absolument pas que à l'exercice d'un pouvoir entre un homme et les citoyens et les citoyennes. Les corps intermédiaires ont une utilité et ils sont partie prenante de la démocratie. Donc c'est important de leur laisser cet espace de dialogue et de construction. Merci beaucoup Marie-Lise Léon. On va poursuivre cette discussion à partir de 8h20. On reviendra sur les discussions récentes que vous avez eues avec l'exécutif et sur le fond des dossiers, les uns après les autres. Et France Culture, il est 7h58. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Et à 8h22 sur France Culture, suite de notre discussion avec Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Et le 13 juillet dernier, 2 jours avant les 100 jours d'apaisement promis par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, la première ministre, réunissait les 5 organisations syndicales représentatives et les 3 organisations patronales. L'objectif, renouer le dialogue pour bâtir ensemble un nouveau pacte de la vie au travail. Marie-Lise Léon, est-ce que ce lien de confiance, il est rétabli d'abord et quel est les contours de ce nouveau pacte de la vie au travail ? Là, on a eu une première réunion d'étape et les négociations vont véritablement démarrer au mois de septembre. Les conditions de négociation on verra si elles sont réunies à la rentrée. En tout cas, ce qu'on a entendu, c'est un gouvernement qui était prêt à faire toute sa place à la démocratie sociale, aux organisations syndicales et patronales. Donc la confiance, ça se construit petit à petit. Donc on verra à partir du mois de septembre comment les discussions s'enclenchent et comment quel type de négociation on va pouvoir réellement mener. Est-ce qu'il vous a semblé que c'était un discours de conviction ? Vous avez évoqué un peu plus tôt dans notre discussion le fait que beaucoup des négociations et de la négociation collective avec le gouvernement étaient bordées, préparées en amont. Est-ce que vous supposez que cette fois-ci, le gouvernement est prêt à entamer un véritable dialogue social avec du grain à moudre et de la matière et des marges de négociation ? Je l'espère. On va voir comment ça se passe au mois de septembre. On a entendu à plusieurs reprises, à la fois le président de la République et les responsables du gouvernement dire qu'ils avaient changé de méthode. Là, nous maintenant, la CFDT attend véritablement des actes. Et puis une vraie capacité à pouvoir négocier. Ce qui veut dire qu'il faut aussi que les organisations patronales s'engagent, qu'elles ne se réfugient pas forcément derrière le gouvernement en essayant de peser sur un certain nombre de dispositions. Je pense notamment à des maintiens d'aides publiques, à des maintiens d'exonération de cotisation. Qu'est-ce que vous voulez dire, pardonnez-moi, quand les organisations patronales se cachent derrière le gouvernement ? Je pense qu'à un moment, certaines organisations patronales ont préféré aller s'adresser au gouvernement et aller chercher des aides ou des solutions qui pouvaient être traduites directement dans la loi, plutôt que de passer par la négociation. On avait souvent une expression à la CFDT de dire une partie du patronat était plus prompte à aller au guichet qu'à la table des négociations. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on puisse articuler intelligemment le rôle et les rôles de chacun et de chacune. Il y a des espaces en propre pour les syndicats à investir. Et puis, il y a des moments où le gouvernement, où l'État doit aussi pouvoir intervenir. Ce sont ces ajustements qu'il faut qu'on va vérifier à l'usage. Si on entre dans le contenu, Marie-Lise Léon, quelle devrait être la substance d'un nouveau pacte de la vie au travail ? Quels sont les grands enjeux pour vous de ce texte, de ces discussions à venir ? Dans le cadre de ce que l'on a, nous, comme retour des travailleurs et des travailleuses, il y a un sujet qui est le sujet prioritaire depuis plus d'1 an maintenant, c'est le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat, donc ça implique qu'il y ait des négociations salariales dans les branches professionnelles, dans les entreprises, qu'il puisse aussi y avoir des discussions avec l'État employeur pour les administrations. Donc ça, c'est le sujet sur lequel il faut qu'on puisse continuer de négocier. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une véritable implication, pour le coup, là, des organisations patronales. On a des dispositions de branches qui sont en fait des filets de sécurité pour les salariés qui n'ont pas de négociation dans leurs entreprises. Et encore aujourd'hui, on a, nous, calculé qu'on a 130 branches professionnelles sur 171 qui ont encore des coefficients sous le SMIC. C'est-à-dire qu'on a un tassement des bas de grille et donc un ensemble de salariés qui ne font pas le même métier, qui ont des compétences différentes, mais qui sont exactement payés de la même façon. Donc ça, c'est inacceptable. Et on revient sur la question du travail. C'est-à-dire que le travail réel n'est pas reconnu, les compétences ne sont pas valorisées, et ça concerne des secteurs d'activité. Je pense il y a les officines de pharmacie, les laboratoires de biologie médicale, qui sont en plus des secteurs dans lesquels les salariés ont été particulièrement impliqués au moment de la crise Covid. Donc, et où je pense que la santé financière de ces établissements n'est pas forcément fragilisée. Donc il y a un vrai enjeu de négociation sur la question du pouvoir d'achat. Sur ce point, je me permets juste de vous couper, Marie-Lise Léon. Sur ce point, le gouvernement a dit qu'il voulait agir, ou en tout cas commencer à réfléchir à la question que vous évoquez, celle de la compression des bas salaires en bas de grille. Qu'est-ce que peut faire l'exécutif et le gouvernement? Vous l'avez dit aussi, dans le même temps, la majorité des négociations, des discussions dans ce champ-là se jouent à l'échelle des branches, parfois plus rarement à l'échelle des entreprises. Qu'est-ce que peut un exécutif qui discute à l'échelle nationale? Ça fait partie des responsabilités que doit aussi assumer l'exécutif, et c'est une proposition que l'on fait. Lorsque les branches ne jouent pas le jeu de la négociation, lorsqu'il y a 10 coefficients sous le SMIC, nous demandons à l'exécutif de prendre des mesures plus contraignantes pour les entreprises concernées. Par exemple, qu'elles ne puissent plus bénéficier d'exonération de cotisations patronales parce qu'elles ne respectent pas la dynamique de négociation et une véritable reconnaissance du travail qui est fourni par les salariés. Ça, c'est un exemple d'articulation intelligente, me semble-t-il, entre ce qui doit être dans l'espace de la négociation, et lorsque la négociation, dans le cadre d'une négociation, il y a une volonté manifeste de ne pas jouer le jeu, que l'État puisse intervenir et donc dynamiser cette négociation. Donc si je comprends bien, repenser la question des aides aux entreprises et les rendre conditionnelles, pour repenser leur conditionnalité en fonction de la capacité des entreprises à jouer le jeu de la négociation? À jouer le jeu de la négociation, ça fait partie, donc ça peut intégrer des exonérations de cotisations, ça peut être aussi le cas pour des aides publiques qui sont distribuées, données, accordées avec des objectifs précis, qui sont rarement vérifiés, rarement évalués, et qui représentent des milliards d'euros annuels. Et l'idée que je défends n'est absolument pas de dire qu'il faut supprimer les aides aux entreprises, absolument pas. Néanmoins, je pense qu'il y a on est à un moment, y compris démocratique, où c'est important que les entreprises puissent faire preuve de plus de transparence, et lorsqu'elles bénéficient d'aides, qu'elles puissent tout à fait en transparence expliquer et montrer à quoi ces aides ont pu être utilisées. Un nouveau pacte de la vie au travail, je renoue avec votre fil. Vous avez évoqué le pouvoir d'achat, d'autres sujets ont été évoqués? Le pouvoir d'achat, la question de la santé au travail, des conditions de travail, y compris pour des personnes qui ont été des salariés, des travailleurs qui ont été exposés au moment de la crise Covid, qu'on a appelé les travailleurs de la deuxième ligne, qui en fait sont majoritairement des travailleuses de la deuxième ligne, et qui sont souvent dans des secteurs d'activité où il y a peu de dynamique de négociation, une mauvaise reconnaissance de leurs compétences et très peu d'évolution de carrière possible, une incapacité des employeurs à donner des perspectives. Donc ça, la question des parcours professionnels, c'est un enjeu aussi de négociation. L'amélioration toujours et encore des conditions de travail, la prévention des accidents de travail. 2021, on est encore à près de 605 000 accidents de travail en un an, c'est énorme. Donc ça fait partie des enjeux sur lesquels on souhaite continuer de s'investir. Et là aussi, c'est une question de responsabilisation
et d'engagement des organisations patronales. L'autre sujet d'actualité dans le champ social et travail, c'est le projet de loi plein emploi adopté par le Sénat la semaine dernière. Pour rappel, l'objectif de ce projet de loi, dont on parle bien peu, je trouve, c'est de réduire le chômage autour de 5% d'ici 2027, avec deux axes majeurs de transformation. D'abord, la transformation de Pôle emploi en France Travail et le conditionnement du RSA à 15 voire 20 heures d'activité. Votre avis sur ce sujet, au-delà sur ce projet de loi très dur, relativement dur pour les bénéficiaires du RSA? Alors, c'est un projet de loi dont on parle beaucoup à travers effectivement la question des sanctions, la question de la conditionnalité du RSA. Malheureusement, en perdant un peu de vue l'objectif initial que nous partageons totalement, nous CFDT, c'est comment on va vers un objectif de plein emploi. Je ne sais pas si ça sera 5, si ça sera 6% globalement, mais comment on permet à tous ceux qui aujourd'hui sont éloignés, voire très éloignés de l'emploi, puissent revenir sur le marché de l'emploi. Le plein emploi, la définition officielle, c'est 5. Mais après, c'est 5, un arbitrage. mais c'est un arbitrage et ça n'est qu'une statistique. Derrière, aujourd'hui, il y a à peu près 7% de chômage. C'est quand même 5 millions de personnes qui sont privées d'emploi et qui, pour la plupart, et une très, 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 très large majorité, cherchent un travail. Donc, moi, je pense que c'est un objectif que nous partageons. Aller vers le plein emploi, c'est un objectif qui est très, très intéressant. Après, ça veut dire quoi, transformer Pôle emploi en France Travail? Est-ce que c'est un changement de logo? Est-ce que c'est un rapprochement des différents acteurs du service public de l'emploi avec une meilleure coopération? Et je pense que si l'objectif est de se dire j'arrive à France Travail, je suis jeune, je suis en situation de handicap ou je suis cadre par exemple, l'idée est que ma situation soit bien prise en compte et que je puisse bénéficier de l'accompagnement. Ce que je trouve dommage avec les débats actuels, c'est que politiquement, le gouvernement a souhaité aborder la question sous l'angle justement des conditions et des sanctions. Moi, j'ai aucun problème avec les devoirs des demandeurs d'emploi. On parle trop rarement de leurs droits. Et leur droit, c'est un droit à l'accompagnement de qualité, qui soit vers l'emploi, mais ça peut être aussi un accompagnement social. Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de tout de suite aller vers l'emploi. Elles ont besoin d'un accompagnement en termes de santé, en termes de logement. Et donc, c'est de ces droits-là dont j'aimerais qu'on parle plus et qui n'a pas été le choix politique. Dans le même temps, Marie-Lise Léon, ce discours des droits et devoirs, la CFDT l'a toujours tenu. Et on sait bien, quand on parle des droits et devoirs, qu'on parle d'abord des devoirs. Qu'est-ce qui vous ennuie dans ce projet de loi porté par le gouvernement? C'est qu'on parle beaucoup des devoirs d'activité. Ce qui m'ennuie dans les 15 à 20 heures, c'est qu'il y a un entretien d'une ambiguïté sur qu'est-ce que c'est qu'une activité. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est du bénévolat? Je pense que l'idée n'est pas totalement abandonnée parmi certains responsables politiques et que cette ambiguïté entretenue, elle laisse planer toujours et encore l'idée que les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, elles l'ont un peu cherché et qu'elles ne se donnent pas tous les moyens pour y arriver. C'est, je trouve, stigmatisant et dommage d'aborder cette question du plein emploi sous cet angle-là. Votre premier discours comme secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, vous l'avez entamé par le sujet de la responsabilité écologique des entreprises. Quelle est cette responsabilité écologique selon vous? Quelle doit être la responsabilité des entreprises dans ce domaine? Elles doivent être pionnières et je pense que c'est de la responsabilité des entreprises d'être très fortement engagées dans la transformation écologique. Il y a trop aujourd'hui de secteurs d'activité qui attendent de la contrainte législative ou normative pour bouger. On est sur elles vont au bout d'un modèle économique et elles n'avancent que contraintes et forcées. Et malheureusement,
La problématique, c'est que ce sont les salariés qui en payent le prix, parce ils sont au pied du mur, et lorsqu'il y a des évolutions, des fermetures d'entreprises, par exemple, notamment je prends l'exemple de la filière automobile avec le passage du thermique à l'électrique, il y a des salariés de fonderie qui se sont retrouvés au pied du mur avec des fermetures brutales d'entreprises parce que rien n'avait été anticipé. Donc, si je veux faire de la CFDT le syndicat de la transformation écologique au travail, c'est bien un enjeu écologique, un enjeu d'avenir, mais un enjeu aussi de démocratie en entreprise, et que la parole et la situation des salariés, elles soient bien intégrées dès le départ. Et je suis convaincue qu'on n'aura pas de transformation écologique juste si on ne tient pas compte justement de la situation des salariés et de leurs compétences, parce que c'est quand même grâce à eux aussi que cette transformation va pouvoir se faire. Merci beaucoup Marie-Lise Léon. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Merci d'être venue ce matin au micro des matins de France Culture. Il est 8h36.